voudrais rappeler la fameuse phrase de Jean Jaurès qui nous réunit ce soir. Il écrivait en 1904 « Faire vivre un grand journal sans qu'il soit à la merci d'autres groupes d'affaires est un problème difficile mais non pas insoluble ». Et je compléterai par une autre phrase présente dans ce premier éditorial. C'est par des informations étendues et exactes que nous voudrions donner à toutes les intelligences libres le moyen de comprendre et de juger elles-mêmes les événements du monde. Déjà, qu'est-ce que vous inspire ces deux phrases ? Et puis pour vous qui travaillez depuis des années sur l'éducation aux médias, n'y a-t-il pas urgence sur ce point essentiel pour forger l'esprit critique des citoyens de demain ? Non, je sais qu'il y a un ancrage profond qu'on oublie parfois entre l'idée de démocratie, l'idée de liberté d'expression et le pluralisme des idées, qui est à la base aussi quand même de ce qui est une passion française pour le journalisme, parce que malgré ce qu'on a entendu tout à l'heure, qui était assez dans la sinistrose, je crois, pour l'avoir vécu au niveau du Clémy, qu'il y a une passion française du journalisme, parce qu'elle est associée à la création d'une opinion publique. Et que ce n'est pas assez dit, et que c'est une histoire qui se perd et qu'on ne transmet pas aux jeunes. Alors, je laisse mon collègue tout à l'heure revenir sur la partie de l'histoire. Mais pour moi, une des clés, on disait où aller chercher ce jeune lectorat, puisque le lectorat de la presse écrite vieillit, une des clés, c'est de se fonder et de continuer à alimenter cette passion chez les jeunes. On l'a vu pour Je suis Charlie. On n'obtient pas 5 millions de personnes dans la rue juste comme ça. C'est cette manifestation massive pour un journal, c'est quand même un indice qui doit nous servir aussi dans cette période sombre de repères pour construire un avenir de la presse. Mais un avenir de la presse qui ne peut plus être en papier. Et un des gros problèmes français, on l'a vu tout à l'heure, c'est la très grande résistance de la presse française à passer au papier, à passer au numérique, en pensant qu'il y avait une espèce de statu quo des médias numériques. Eux, ils faisaient leur truc dans leur coin, dans le virtuel, dans le surf, etc. Et la presse papier, elle faisait ses trucs dans le papier, dans le réel, en pensant que ça allait durer toujours. Et que les plus jeunes se convertiraient au papier. Voilà. Je crois que ça, c'est une vraie erreur française. On a raté le tournant numérique. La bonne nouvelle, c'est que dans le numérique, on peut rater plusieurs fois et espérer retrouver des modèles, etc., etc. Mais les grands groupes de référence sont en très grand danger, parce que ce sont eux qui ont, d'une certaine manière, bougé le moins. Voilà. Donc, la presse écrite paye son arrogance, paye son élitisme, paye son centralisme, et d'une certaine façon, l'espèce de clivage et de divorce qui s'est passé avec son public. Il n'y a pas que les jeunes qui sont réticents à aller sur la presse, il y a quand même aussi un certain nombre de lecteurs qui se sont désassociés d'une certaine presse. Je ne dirais pas de nom parce qu'il y a des hauts et des bas, et l'humanité, je crois, n'est pas dans ce cas. Mais il y a vraiment une analyse à faire très autocritique de la situation française. Voilà. Et donc, voir ensuite comment on peut renaître de ces cendres, parce que, je répète, la vraie chose importante, je reviens à la citation, c'est qu'une presse plurielle est une garantie de démocratie. Et donc, ce qui doit rester l'enjeu pour nous, c'est pas de se dire ça va être le papier contre le numérique. C'est pas la question du support, sur quoi on s'est focalisé comme des malades. C'est la question du contenu. Et le contenu, il doit être de qualité. Il ne doit pas être sous l'emprise de certains groupes, et dont on voit bien, c'est le problème des groupes numériques,
Les groupes numériques ne sont pas issus de la presse. Ils ne comprennent rien à la presse. On parlait des milliardaires qui sortent de l'informatique. Et c'est bien le problème. C'est là où on n'a pas vu arriver les choses. En se disant, mais non, la presse appartient aux journalistes. On voit arriver des groupes donc, numériques qui ne respectent plus le statu quo, qui se disent, il y a du pouvoir là-dedans, et donc on prend. Et on a laissé faire. Quand Google se met à moissonner tous les titres de journaux et les met sur son moteur de recherche, enlève la publicité, la manne publicitaire aux journaux français, il nous a fallu une éternité pour réagir. On ne s'est pas unis aux autres presses européennes qui faisaient le même diagnostic. On est allé solo. On a obtenu de Google un petit fonds qui est maintenant géré par les 12 grands de la presse nationale. Pourquoi la presse PQR n'est pas concernée, on n'en sait rien. Et on a passé ce petit fonds de rien du tout comme une grande victoire. Alors qu'il n'y a pas de taxation des GAFAM, pour aller vite, c'est-à-dire des grands propriétaires cyber-terriens que sont Google, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft. On a, pareil, zappé le fait qu'ils ont commencé à se mêler de contenu. Facebook, chaque matin, a un comité de rédaction qui décide quelles vont être les infos importantes de la journée. Donc, les GAFAM américains font l'agenda, ont absorbé une des caractéristiques les plus fondamentales de la presse, qui est la fonction d'agenda. Quelle est l'information prioritaire dans la journée? Qu'est-ce qui compte pour notre pays? Qu'est-ce qui va construire une opinion publique intelligente? Bon. Donc, désintérêt, pas vouloir comprendre comment ça fonctionne, etc., etc., on en arrive à cette situation. Plus, comme tout à l'heure l'expliquait Julia, le fait qu'étant dans un système américain, les GAFAM ne veulent pas se reconnaître comme journaux. Ils ne veulent pas dire qu'ils sont de la presse. Ils ne veulent pas dire que ce sont des médias. Ça fait des années que je dis, attention, Internet est un média. On n'a pas voulu prendre Internet pour un média, eh bien on en paye le prix. Mais Google possède YouTube. YouTube, c'est la plus grande logorrhée audiovisuelle de non-information qui bat chaque jour plus de 30 ans de tous les réseaux de télévision américaines, chaque jour. YouTube est un média. Google dira que non. Facebook est un média. Avec son algorithme de tri, il fait l'agenda. Il dira que non. Pourquoi? Parce que le statut de média a des responsabilités. Voilà. Et ça, personne en Amérique, en tout cas, n'est prêt à en payer les conséquences. Des responsabilités qui sont de l'ordre d'un service public. Et tant qu'on ne fera pas que Internet soit reconnu comme un service public, ou qu'il ait une valeur de service public, avec donc des obligations de service public, eh bien, nous allons nous retrouver avec une presse papier décimée volontairement par les GAFAM et des GAFAM qui déciment l'info et sa qualité comme ils veulent parce qu'on est dans des relations de pouvoir extraordinaires et que l'information, c'est le pouvoir dans le numérique. Le numérique ne fonctionne qu'à l'info. Alors, une info, pareil, qui a beaucoup changé. Et on est resté en France sous l'idée que l'info, c'est l'actu. On a même oublié pratiquement que c'était l'enquête. Heureusement que depuis, on a eu quelques data leaks et quelques Wikileaks et quelques trucs comme ça. Mais je vais y revenir. Mais l'info est extrêmement, l'actu en tout cas, est extrêmement perturbée, concurrencée, mais aussi augmentée. Augmentée. Valeur ajoutée par la data, par la donnée.
Et donc, tant qu'on ne prend pas conscience de ce que la donnée fait aux médias, à nouveau, on passe à côté des réformes qu'il faut. On fait des réformettes, on met de la rustine. Voilà. Donc, un constat à la fois d'alerte, mais aussi de dire, et on a les moyens de l'analyse, maintenant. On a plusieurs chercheurs qui s'y sont mis, on commence à avoir des alertes, on a eu plusieurs échecs, on peut en tirer des leçons, etc., etc. Il est grand temps de prendre ce tournant numérique. Et de se dire que le papier viendra après. Le numérique n'est pas une révolution, c'est une inversion. Ce qui vient d'abord, notamment pour les jeunes, c'est le numérique. C'est leur univers, ils sont nés dedans, ils en ont un usage extrêmement sauvage, j'y reviens dans quelques minutes, mais on commence par le numérique. Le papier, on en a besoin quand il faut en tirer un certain nombre de choses, des choses qu'on veut faire durer. Et donc, par exemple, s'il y a certains journaux qui fonctionnent très très bien, avec des numéros papier, qui sont issus d'une collection de leurs meilleurs articles. Et il y a quelques réussites, 21, etc. Donc on a des cas où le papier est à nouveau valorisant et a une valeur, disons, de la temporalité, de la durée longue, qui est aussi quelque chose qui reste, même si en ce moment, effectivement, le retour de balancier, c'est qu'on lit très vite, plutôt que dans la longueur. C'est un retour de balancier, parce qu'il faut quand même se rappeler ce que c'était que de lire Le Monde il y a 30 ans. Moi, pour l'avoir fait quand j'étais en classe, à l'école, quand c'était un petit peu le journal obligatoire, on passait quand même 2h30 à lire Le Monde. Dictionnaire à l'appui. Vous vous souvenez de cette époque-là ? Bon. Je veux dire, il y a un moment donné où on était dans une situation où lire en longueur, c'était presque la seule façon de pouvoir se dire qu'on était un intellectuel, qu'on était... Les jeunes d'aujourd'hui sont dans des choses très très différentes, qui sont dans le titrage, qui sont dans la rapidité. Ça ne veut pas dire qu'ils soient plus ou moins intelligents que les autres, c'est leur mode de fonctionnement. Et ils vont aller par contre dans la profondeur de ce qui les intéresse, pas la totale. Donc au niveau des rubriques, au niveau de où se trouve le poids de l'information pour eux, eh bien il faut le savoir. Donc si vous voulez les toucher, par exemple, touchez-les par le sport. Il y a des blogs sportifs qui font passer l'info d'actualité auprès des jeunes. Vous voulez les toucher, envoyez des SMS sur leur chat de jeu, parce qu'ils sont là. Leur goût pour l'actualité n'a pas disparu. Mais ils ne passent pas par les organes de presse classiques parce qu'ils ont perdu confiance en eux. L'idée qu'ils sont inféodés à des pouvoirs qui ne bougent pas, etc., etc., c'est quelque chose qui persiste. Voilà. Donc, quand on voit dans les enquêtes des jeunes où vont leurs préférences, il y a encore la télévision, il y a beaucoup Facebook et les réseaux sociaux, il y a les pairs et la famille. La fonction de conversation autour de l'actu joue beaucoup. Et en tout dernier, mais alors vraiment 8-10%, la presse écrite. Ce sont leurs usages maintenant. Et c'est eux donc qu'il faut aller chercher si on veut continuer à construire du lectorat en ligne. Alors comment faire ? La seule solution que j'ai, c'est l'éducation. Et là, j'ai des bonnes nouvelles, parce qu'on le voit, et je l'ai vu au Clémy, la semaine de la presse et des médias à l'école, c'est environ 5 à 5 millions d'élèves touchés en une semaine. C'est plus de 100 000 titres lus et retravaillés. C'est plus de 250 000 enseignants qui participent. Dans les bonnes nouvelles, on a un corps d'enseignants de nos jours qui s'appelle les professeurs documentalistes, qui, dans les bibliothèques et les CDI, reçoivent les journaux, les mettent en kiosque,
font valoir la fonction kiosque, et de ce que vous savez que les kiosques ferment, et aident les élèves à s'approprier la presse, à comprendre des choses comme ce que c'est qu'une une, etc., etc. On a créé un autre événement au Clémy qui s'appelle la journée du direct, un seul jour, où pareil, ils mettent 2 à 3 semaines à créer 2 minutes d'émission et à se rendre compte de la complexité que c'est de créer de l'actualité. Donc, il y a dans l'éducation aux médias une possibilité de ramener les élèves à cela. Et des outils et des organismes en France, notamment le Clémy, le centre donc, de liaison d'éducation aux médias et à l'information, qui y participe de manière historique depuis une 30aine d'années. Nous sommes tous en train de nous dire qu'il faut une éducation critique aux médias et au numérique. Et c'est là où nous, les chercheurs et les praticiens, on pousse. Qu'est-ce que c'est que ce mot critique ? Je propose 5 éléments pour la discussion. Le premier, c'est déjà comprendre les dispositifs d'actualité. Parce que les jeunes ne sont pas éduqués à consommer des médias. Ils sont éduqués à produire constamment, à être médias eux-mêmes, ou à avoir cette impression qu'ils sont tout le temps en train de communiquer, de tweeter, etc., etc. Mais ils ne comprennent pas à quoi correspond un dispositif d'actualité, et notamment ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la périodicité. La contrainte qui est celle de la périodicité et celle de l'éditorialisation, c'est-à-dire d'avoir une ligne éditoriale. De savoir que quand on est dans tel ou tel lycée, ou quand on est de tel ou tel âge, ou quand on parle, ou quand on se spécialise dans les revues de la presse jeunesse ou de la fantaisie, on n'est pas dans le sport. Parce que les réseaux sociaux, ça ne pardonne pas de ce côté-là. Un réseau social vous reconnaît ou vous suit parce qu'il vous a identifié sur une compétence et pas sur les autres. Mais, donc ça, ces 2 éléments, les jeunes ne les connaissent pas. Quand on les met devant cette évidence-là, quand on les fait travailler là-dessus, ils comprennent. Mais vous voyez que ça, c'est une contrainte que quelqu'un au quotidien ne peut pas assurer tout le temps. Et donc là, ils vont comprendre pourquoi il y a des gens dont c'est le métier. Et que donc eux, quand ils font du média et quand ils se considèrent médias, c'est pas vraiment ça. Et donc il faut arriver à recréer cette distinction qui est extrêmement éliminée par les GAFAM, de la participation comme étant totalement égale entre tout le monde. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et ceux qui deviennent les influenceurs, comme on dit dans les réseaux sociaux, c'est effectivement ceux qui ont compris qu'il fallait avoir une ligne éditoriale et qu'il fallait avoir une périodicité. Donc, quelque chose qui ressemblait à du média. Et les influenceurs de nos jours sont sans doute parmi les plus grands concurrents des journalistes. Ou on pourrait dire, c'est des journalistes en herbe. Donc, première chose, comprendre le dispositif. Le dispositif a beaucoup changé. Deuxième chose pour faire du critique, vérifier l'info. Je sais, vous allez me dire, mais c'est le b.a.-ba du journaliste. Ben oui. Eh bien, écoutez, c'est encore incroyablement compliqué à faire, et c'est très compliqué en ligne, puisque le numérique permet de tout falsifier. Le principe même du numérique, comme vous le savez, c'est pixelisé. Chaque pixel peut être modifié, mixé, remixé. On vous fait de l'info, au sens info, INFAUX, au même titre que de l'intox, que de l'info, INFO. Voilà. Et donc là, il y a des stratégies. Et il faut à nouveau former les jeunes, de manière critique, à aller voir où est la référence, comment on remonte la référence, jusqu'où on arrive, quelle est la source. Donc, savoir faire de la recherche d'infos, et pas que de l'actu, de l'info, c'est à nouveau quelque chose qui devient essentiel pour faire des citoyens à l'avenir qui soient d'un esprit critique ou qui apprécient la presse qui a des vraies sources et qui ne se contente pas de répéter ou de retweeter. Parce que ce qu'on voit de la presse en ligne,
et c'est là où les avantages de la presse papier devraient traverser l'écran, ce qu'on voit de la presse en ligne, c'est que les journalistes jeunes et formés en ligne, ils sont très différents de ceux de la presse papier. Ils se comportent comme le numérique, c'est-à-dire qu'ils disent on ne vérifie pas, on scoop d'abord, et puis après, si ça se vérifie, on a gagné. Si ça ne se vérifie pas, c'est pas grave. On rectifie. C'est ça l'éthique en ligne. Voilà. Alors, il faut savoir que sur Twitter, par exemple, une intox, enfin une info, une rumeur qui est vraie, prend à peu près 2 heures à être vérifiée. Une info FAUX prend 12 à 15 heures. Dans la chasse au scoop, vous voyez qu'il y a perdu. Donc, il y a vraiment un travail là sur les journalistes lui-même qui est en train d'imiter n'importe quelle personne qui prend une photo, la met en ligne et puis dit voilà, il y a ça qui se passe, etc. Et ne prend pas la peine de vérifier les sources puisque ce n'est pas un vrai journaliste. Il y a un vrai problème de formation là, ou d'éthique à retrouver. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément d'une éducation critique, les sources. Troisième élément, l'agenda. On l'a dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter tout ce qui est dit dans la première table ronde. S'interroger sur l'agenda des opérateurs, que sont les GAFAM, et leurs simili ici, puisqu'on en a. C'est quelque chose qui est important. Et là, on a très peu de travaux, très peu de moyens d'y avoir accès. Surtout que les GAFAM ne se réclament pas comme des médias, que Mark Zuckerberg dit surtout moi je ne fais pas de politique. Et il a fallu qu'éclate le scandale et le soupçon qu'il était, par l'algorithme de Facebook, en train de minimiser les propos de Trump pour plutôt faire monter ceux de Hillary Clinton, que pour qu'on se rende compte qu'il y avait, bien entendu, une fonction d'agenda de Facebook et des réseaux sociaux. Et que, bien entendu, les grands propriétaires cybertériens ont une idée politique. Pas particulièrement démocratique, puisqu'ils sont plutôt, comme vous le savez, du côté du libertarisme. Et le libertarisme, ce n'est pas la démocratie. Donc, ça m'amène au quatrième élément, décrypter l'intention des messages. Un message libertarien, ce n'est pas un message marxiste. Mais dans l'espace très rapide d'un Twitter, etc., c'est très difficile de faire la différence. Même nous, on s'y fait prendre. Alors, dites-vous un élève, un jeune. Parce qu'en plus, comme ils ont très peu de culture politique, et qu'ils se méfient beaucoup de la politique des partis traditionnels qu'ils associent à la presse traditionnelle, je ne vous la fais pas à nuit debout, mais Podemos, etc., il y a un vrai phénomène de société qui est là. Et donc, le décryptage de l'intention des messages est essentiel. En cette période de radicalisation, de propagande qui revient, de publicité qui a des fonctions très très poreuses avec l'info, etc., on revient au besoin de savoir faire ça. Et dernier point, les données. Surveiller le destin de ces données, à soi comme à celle des autres, et s'assurer que ces données sont utilisées de manière éthique, etc., y compris pour la visualisation de ces données, et de manière positive, comme on l'a vu avec des enquêtes massives qui sont menées par des conglomérats de chercheurs, et qui peuvent dénoncer les paradis fiscaux, etc., c'est-à-dire qu'ils font le boulot que les États devraient faire. Donc, paradoxalement, du côté des jeunes, il y a des héros dans la presse. C'est dans les nouveaux médias, c'est dans les nouvelles formes d'enquête. Et, d'une certaine manière, cette presse d'enquête-là, celle qui a appris à maîtriser les données, elle est extrêmement puissante. Elle relève du quatrième pouvoir. Elle fait vaciller des politiques. Elle fait démissionner des gouvernements. Elle fait changer des politiques d'État. Mais en même temps, par contraste, toute la presse qui ne fait pas ça, elle est out.
Il y a un effet amplificateur, si vous voulez, de ces scandales-là, qui recrée de la confiance, qui conforte la méfiance que les gens ont envers ce que font les grands de ce monde. Et du coup, toutes celles qui ne sont pas à côté ont subi le contre-coup. Voilà, donc ça, c'est pour moi les 5, si vous voulez, les 5 compétences critiques essentielles de l'école. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'éducation aux médias ? Grâce, si je puis dire, au 5 janvier, Dieu sait que j'aurais préféré que ça n'existe pas, elle a été remise au goût du jour par les ministères. On a créé un parcours citoyen dans lequel une partie, c'est l'éducation civique et de l'autre, c'est l'éducation aux médias. Mais les politiques ne sont pas allés jusqu'au bout, comme toujours. Et font le jeu du pouvoir et ne veulent certainement pas, à mon avis, qu'il y ait une citoyenneté éclairée. Donc, par exemple, le Clémy est en train d'être entièrement dépecé et capturé. Depuis que je suis partie, il y a 6 postes qui n'ont pas été remplacés. Il n'y a plus qu'une seule enseignante du secondaire au Clémy. Vous voyez ce que ça peut donner pour irriguer l'ensemble de la France en pédagogie spécifique par rapport à ça. Une seule. Et on lui a même refusé le poste de direction de la formation. Il y a quelques journalistes au Clémy dont on ne sait pas exactement leur fonction éducative. Et le Clémy ne fait plus que de l'événementiel pour les ministres en place. Pas de pédagogie, il y a vraiment une mise à part. Voilà. Donc, problème ici. Dans les programmes, l'éducation aux médias apparaît au cycle 4, c'est-à-dire à partir de la 5e, alors que l'éducation civique et morale apparaît dès le cycle 2, dès la primaire, continue en 3 et en 4. Donc, là aussi, déséquilibrage. On préfère faire de la morale à l'école que des médias. Est-ce que je vous fais un dessin sur le sex appeal de la morale par rapport au sex appeal des médias, de la création, etc., du faire soi-même, de l'expression de soi-même, pour comprendre la difficulté de l'expression des autres. Donc, il y a un problème énorme. Les profs doc, qui sont censés être la profession avec un CAPES, qui met en place les journaux lycéens, un journal par établissement. Vous imaginez ce que ça peut créer ensuite comme désir ou comme pratique de la presse, et donc meilleure compréhension plus tard quand on est adulte. C'est censé être fait par les profs doc. On leur donne aucune reconnaissance, aucune distribution horaire, aucune valeur par rapport aux autres enseignements. Ils se sentent complètement dépossédés. Du coup, l'avantage, c'est que personne n'est responsable de l'EMI. C'est-à-dire que ça peut être fait par un prof. L'EMI qui ? L'éducation aux médias et à l'information. Ça peut être fait par un prof d'anglais, ça peut être fait par un prof de français, c'est jamais évalué, alors que pourtant on a les gens. Et après, on empile les couches. Alors, le CSA veut faire, il a une plateforme maintenant médias et éducation. La CNIL va faire tout ce qui est l'éducation à la donnée. La direction du numérique éducatif a l'EMI dans sa besace. Mais elle n'a pas le Clémy, qui a été capturé par Canopé, qui est les anciens CRN, CNDP. Donc il y a ce que j'appelle une gouvernance dysfonctionnelle. Gouvernance dans le sens où, normalement, effectivement, les médias faisant partie du ministère de la Culture, éducation, de l'éducation, il devrait y avoir une entente entre plusieurs secteurs, qui se fait mal malgré une convention. Et après, il y a toute une série d'acteurs qui agissent, chacun tout seul. Et je ne vous parle pas de l'éducation à l'image, d'ailleurs, qui se fait par le CNC. Voilà. Donc, pour aller vite, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Au bout d'un moment, quand il n'y a pas de pilote dans l'avion, c'est comme quand il n'y a pas de pilote dans un orchestre. L'orchestre continue à jouer. Et au bout de 20 minutes en moyenne, l'orchestre ne joue plus.
Donc là, on est en train de voir un risque d'essoufflement de l'éducation aux médias et à l'information par manque de chef d'orchestre. Il va juste falloir conclure. Ouais. Donc je m'arrête là. Je pense que donc on a, pour aller vite quand même, on a beaucoup d'outils en France. On a une vraie histoire, on a une vraie tradition de ça et on a une vraie passion. Mais à cause de cette gouvernance dysfonctionnelle qui sert bien les intérêts de certains, mais pas des élèves et pas des profs doc, eh bien, on va se retrouver dans une situation où on ne va pas jusqu'au bout de cette démarche, qui est une très belle démarche citoyenne et qui est essentielle pour créer des jeunes qui aiment la presse, qui aiment l'actualité, qui savent où aller la chercher et qui, du coup, pourront aller faire tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils pourront aller faire du crowdfunding. Ils vont pouvoir donner. Ils vont pouvoir aller vers des fondations, etc., etc. Ils vont pouvoir aller dans la rue manifester pour la liberté d'expression. Mais il faut vraiment qu'on s'en donne les moyens. Et là, on a besoin, nous aussi, des journalistes, on a besoin de la presse pour en parler et pour continuer à ce que la presse et l'école soient dans un dialogue fructueux. On a besoin, à l'école, de la presse et inversement, la presse a besoin de l'école.